Salut Ludovic Pomeray, bienvenue dans Pas sorti du bois et passons un moment ensemble. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les barres Ultra Énergie, la poudre Ultra Recovery et les nouvelles gaufres qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC, c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à bonne place. Écoutez, les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle-moi de ça, une entreprise où les bottines suivent les babines. T'as le goût d'avoir 15% de rabais? Utilise le code promo pas sorti du bois sur le nacbar.com. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 70e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je pense que je peux dire j'ai le plaisir, mais j'ai surtout l'honneur d'être en compagnie de Ludovic Pomeray, un des meilleurs ultra-trailers au monde qui revient tout juste d'une grande victoire à la Diagonale des Fous, un coureur qui a un pedigree. Écoutez, j'essaie de regarder le palmarès, j'ai eu mal à la tête, Ludovic, je me suis pas rendu au bout. Là. Après avoir compté 40 podiums ou 40 victoires, j'ai fait OK, là, ça donne mal à la tête, mais je blague, je te gêne, mais je suis vraiment content que tu sois là. Merci, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci pour l'invitation. Je suis content de passer aussi, de jaser avec toi ce soir. On va jaser exactement, on en parlait avant. Jaser, on dit ça au Québec, en France, c'est moins commun. Écoute, moi, souvent, cet été, j'ai commencé une série d'épisodes où j'accueillais des gens dans ma cour, en arrière de chez moi. On faisait un petit feu près du bois. J'appelais ça les épisodes autour du feu. Ceux qui l'écoutent en vidéo, vous allez remarquer qu'à la gauche de Ludovic, il y a un feu qui crépite. Donc, on est en mode autour du feu avec Ludovic Pomeray. Oui, nous, c'est l'hiver aussi. Hein, donc, bon, il fait peut-être pas aussi froid qu'à Québec, mais il fait quand même pas très chaud. Quoi. En plus, écoute, c'est un épisode de Noël. Ça va sortir le 22 décembre, donc on est tout près des fêtes. Il y a de quoi de chaleureux. La saison de ski commence pour vrai. Une ambiance parfaite pour une discussion qui sera sans doute fort intéressante. Oui, j'ai pas amené mon chapeau de Noël. J'ai encore mon chapeau du Grand Raid, si jamais, mais j'ai pas mon chapeau de Noël. Donc, tu l'as dit, toi, hier soir, moi, hier l'après-midi, fait que j'ai opté pour un café donc de mes amis de Capic 1 Expédition, qui sont le partenaire officiel de café de Pas sorti du bois, le fournisseur officiel. Donc, je te dis cheers à toi. Je sais pas si c'est quelque chose de ton côté, mais on fait un cheers virtuel. J'ai quelque chose, mais je vais cacher la marque parce que je suis pas en partenariat avec eux. Ah. C'est juste de l'eau gazeuse, alors c'est pas... On cache la marque de l'eau gazeuse, mais compagnie d'eau gazeuse, Ludovic se cherche un partenaire d'eau gazeuse. C'est ça que je comprends. J'en consomme pas mal. Oui, c'est ça. D'habitude, je mets du citron, mais là, j'ai pas de citron. Dans les ultras aussi, est-ce que tu en consommes? Ouais. Oui, très souvent. Ouais. Même, en fait, j'utilise pas beaucoup de pastilles de sel ou de choses comme ça. Enfin, je n'en utilise même pas. Et du coup, les apports en dehors de ma nutrition avec Oversteam, j'aime bien l'eau gazeuse et aussi pour le goût. Et voilà, le goût un petit peu salé. Alors, une marque bien connue que j'arrive pas à boire en dehors des compétitions, je la bois beaucoup en course, quoi, et après la course. Quoi. C'est bien, mais c'est souvent ça. On a toujours des choses qu'on consomme en ultra que des fois, on ne voit pas au quotidien. Moi, je le sais que quand l'estomac flanche, j'y vais avec du Coke, du Coca-Cola. Clairement, dans la vie, je ne bois pas de Coca-Cola, mais dans un ultra, ça fait ses charmes. Bon, ça, j'en bois aussi en dehors, mais bon, j'essaie d'éviter plutôt en dehors. Après, pendant les ultras, c'est bon. Oui, exact. Avant qu'on entre dans ta saison 2021, j'ai envie, je pense qu'on pourrait faire un épisode par saison parce que ça fait longtemps que tu roules ta bosse, puis j'ai pas envie de faire un épisode de 12 heures. Je voudrais pas faire ça à mes auditeurs, même si ce serait intéressant. Avant de parler de ta saison 2021, j'ai envie qu'on parle de Ludovic Pomeray, l'homme, le gars, le père, le travailleur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où tu viens? Alors, je suis originaire de Valloires, une station de ski qui est en Maurienne, face à Savoie, France, hein, car dans les Alpes, quoi. et voilà, je suis marié, 2 filles, et je suis ingénieur en informatique. Et je travaille pour le contrôle aérien suisse, donc Skynet, voilà, on contrôle un petit peu les avions. Enfin, moi, je travaille dans la partie simulation pour former les contrôleurs. Quoi.
Intéressant. Tu disais que tu avais des Québécois au travail depuis quelques temps. Là. Je t'ai entendu tantôt, tu sacrais. Oui, j'ai des Québécois, des contrôleurs québécois qui viennent. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu habitué à, à l'accent en fait québécois quand même. Bon, mais je te dépayserai Nous, pas on a trop. un accent aussi, j'imagine. Mais bon, voilà. On finit par s'habituer. Écoute, mes auditeurs, ils ont entendu Audrey Tanguy la semaine dernière, une de tes compatriotes chez Oka dans l'équipe française. Là, écoute, une continuité comme ça, là, un spécial épisode 69-70 avec des monuments de la trail, rien de moins, de chez Oka. Donc, c'est cool. Donc, contrôleur aérien, c'est un emploi qui est assez stressant. J'ai entendu dire que c'est un des emplois les plus stressants. Là, tu dis que tu es en simulation. Oui, alors donc au contrôle aérien, moi je suis pas dans la partie opérationnelle, donc je suis aussi informaticien, donc je travaille pour mettre l'environnement de simulation en place pour que les contrôleurs viennent s'entraîner sans avoir la pression d'avoir vraiment des passagers derrière. Ah, attends, j'ai un petit. Pourquoi je. Ah, tu viens de revenir. On t'a perdu en image, mais le son a toujours continué. Ouais, mais je ne sais pas pourquoi. Normalement, il devrait charger là, parce que sinon, je ne vais pas avoir assez de batterie pour tout le monde. Hop. Est-ce que ça charge? Je ne sais pas si c'est possible. Normalement, ça charge. Ouais, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si j'ai assez de puissance de charge et consomme plus que je recharge. Je ne sais pas, on verra. On va vivre dangereusement. On fera ça en 2 parties. Donc, père de famille, travailleur à temps plein, à quel moment la course est arrivée? Parce que je voyais qu'il y avait des résultats qui remontaient jusqu'à 2006-2007, la Sierre Zinal. Il faut le dire, tu as quoi, 45 ans, 46 ans? Là, j'ai 46, ouais, et puis ça fait un certain nombre d'années que je cours. J'ai commencé il y a assez longtemps, en fait, par une course qui partait de mon village, en fait, qui n'était pas connue, qui n'a pas duré très longtemps. Mais qui était déjà assez longue, en fait, qui faisait 106 km. C'était ma première course où je me suis cassé les dents. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé parce que, voilà, elle était de chez moi, elle était de Valoir. Et puis aussi, j'avais mes beaux-frères qui faisaient un petit peu d'athlé, voilà, qui m'avaient un peu titillé sur des montées sèches qu'il y avait vers chez moi. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé, rentrer dans le bain. Faire un peu ce défi, pas parce que j'étais sportif, hein, je faisais plutôt du windsurf, planche à voile, snowboard, un peu des sports glisse, fun, et pas des sports d'endurance. Et voilà, cette course en fait qui partait de la maison, c'était plus ce défi d'aller au bout. Évidemment, je vais pas réussi. Donc après, je m'étais dit, s'entraîner un petit peu aussi pour la réaliser, quoi. Et puis voilà, j'ai commencé un petit peu comme ça et cette course, elle a disparu. Et il y a une autre course qui est un petit peu plus connue maintenant, qui est arrivée, qui s'appelle l'UTMB. Ah, je connais pas, veux-tu m'en parler? Ouais, non, c'est pas tellement connu. Bon, c'est une petite course de village qui tourne autour d'une petite montagnette par là dans le coin. Ah ouais, la course de quartier, comme voilà, la gang de Les Genoux dans le GIF l'appelle. Hein? Voilà, la course de quartier. Donc voilà, et j'ai essayé d'y retourner à la course de quartier en 2004, 2005. Et pareil, je me suis cassé les dents à chaque fois. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et après, je suis revenu un peu plus sur des distances raisonnables, on va dire, pour débuter. Et puis voilà, après, ça marchait plus ou moins bien. Ouais. Assez bien, je pense qu'on peut dire. Fait que tu as commencé avec du long, tu t'es cassé les dents, tu es revenu dans le cours, puis là, depuis ce temps-là, c'est ce que je vois dans ton parcours aussi, c'est qu'on entend beaucoup parler des longs ultras, tes succès à l'UTMB, Diagonale des Fous, tu as fait des courses extrêmement longues, mais tu as toujours conservé ces formats plus courts à travers. C'est important pour toi, quand tu bâtis ta saison, de te garder des courses plus rapides? Oui, j'ai toujours construit un petit peu la saison comme ça, en faisant des courses un peu plus rapides en début de saison, en augmentant un petit peu la distance. Après, on me place souvent sous l'étiquette d'ultra trailer. Mais en fait, j'en fais pas tant que ça. Et j'en ai pas fait tant que ça, en fait. C'est vrai qu'ils ont assez bien marché. Enfin, certains ont bien marché. J'ai eu des échecs aussi, hein, comme on mentionnait. Mais je garde quand même des courses plus raisonnables et, en termes de distance. Parce que j'aime bien aussi courir et je pense que faire 5, 6, voire 10 ultras comme certains en font dans l'année, c'est pas tellement envisageable. Je pense que si on veut durer, il faut quand même être assez raisonnable. Donc faire des courses un petit peu plus petites, ça permet aussi de monter un petit peu, de voir autre chose,
actuellement de se casser un petit peu les dents avec les jeunes aussi, qui vont assez vite sur des formats courts, hein, qui arrivent aussi sur des formats plus longs, mais voilà, la moyenne d'âge est un peu plus élevée, on va dire quand même sur le plus long, quoi. Et en tout cas, voilà, même si c'est des efforts qui sont différents, avec l'âge, c'est un peu plus, enfin pas plus facile, mais disons qu'on arrive à tenir un rythme plus longtemps, en fait, sans qu'il soit trop élevé que ce que je pouvais faire dans le passé, quoi. Donc, voilà. Mais j'aime bien garder ces courses voilà, un petit peu courtes aussi, où on a un peu le goût du sang dans la bouche. Et puis aussi l'hiver, en fait, hein, les courses que je fais en ski alpinisme l'hiver, c'est relativement court. Ça dépasse rarement les 3 heures, quoi. Donc, c'est déjà des grandes courses, c'est 3 heures. Donc, ouais, mais je pense que c'est bien de construire un peu sa saison comme ça, quoi. Et progressivement. Comme le début en trail, où on dit toujours, on me dit quels sont les conseils, je conseille de commencer progressivement, ce que je n'ai pas fait, évidemment, quoi. Après 2 UTMB 2004-2005, tantôt tu disais tu es retourné sur du format un peu plus court. Ça a été quoi cette progression-là? Puis à quel moment tu t'es dit, OK, là, je m'y mets sérieusement, là? Après, donc ça ne marchait pas trop mal sur les distances un petit peu, un peu plus courtes. Puis voilà, j'ai eu la chance après d'intégrer des teams, de rentrer chez Quechua, qui n'existe plus vraiment en team trail maintenant. Et puis après Quechua, je suis directement rentré chez Oka, en fait, au début de la marque. Donc voilà, c'était de 2009, fin 2009, début 10, c'est vraiment la création de la marque. Et voilà, j'y suis toujours. Ah oui, depuis le tout début quand même, hein. Ouais, voilà. Et puis de rentrer, voilà, c'est les résultats qui ont fait que j'ai pu rentrer dans ces équipes. Et puis après, le fait d'être dans les équipes, ça met un petit peu de pression. Et puis on a envie aussi d'aller voir un petit peu, voilà, d'aller voir ce qu'on peut faire. Et voilà, ça a commencé un petit peu comme ça. Et après, pourquoi revenir sur les ultras une fois que ça marchait pas trop mal sur les petits? Ouais, c'est aussi le défi. J'ai toujours cette UTMB dans la tête, tous ces échecs que j'avais jamais réussi à terminer. Voilà, en 2009, je gagne sur une autre course, sur le Trail de Sainte-Victoire, une invitation avec le voyage pour aller à La Réunion. Donc, c'est la première découverte à La Réunion sur la diagonale. Et c'est mon premier 100 miles, quoi. Et, voilà, avec pas mal d'appréhension pour aller sur une course, où je savais que j'avais eu pas mal d'échecs dessus. Donc, mais au final, cette fois, ça s'est assez bien déroulé en terminant second. Donc, voilà, c'est une bonne réentrée en matière. Ah oui, c'est ça, le premier podium à la Diagonale des Fous, parce qu'il y en a eu quelques-uns qui ont suivi. En fait, la deuxième place te collait bien à la Diagonale des Fous. Tu en as eu 3, si je ne me trompe pas. Ouais, un petit peu plus d'or de la diagonale. Donc après, je suis retourné en 2014 à la diagonale où j'ai encore fait deuxième. Je suis retourné en 2017 où là, c'était un échec, hein, donc j'en ai encore. Et puis après, en 2019, où j'ai encore fait deuxième. Et puis voilà, cette année où j'ai pas fait deuxième, mais voilà, j'ai pu gagner enfin cette course 12 ans après avec Daniel. On a partagé la fin de course. Ah oui, je vais vouloir qu'on entre dans le détail de cette course-là parce que c'est super intéressant. Puis c'est de quoi que moi, je parle souvent. Puis c'est un exemple que je donne quand les gens sont moins familiers avec le sport de l'ultra-trail ou la course en sentier. Quand j'essaie d'expliquer que c'est un sport qui est différent des autres, qui, oui, il y a l'aspect compétitif, mais il y a un aspect très communautaire, sociable, entraide. Puis je donne souvent l'exemple, y a-t-il d'autres sports à un niveau élite, les meilleurs au monde, où on termine main dans la main à la fin? C'est un exemple que je donne souvent. Tu sais, François Daen l'avait fait à la diagonale, justement. Il y avait aussi Kylian qui l'avait fait sur la Hard Rock avec Jason Schlarb, exactement. Fait qu'on pourra revenir parce que j'aimerais ça comprendre ce qui s'est passé dans cette course-là et à quel moment vous vous êtes dit, bon, on le fait. Mais bon, on était plus dans ton processus. Donc, Diagonale des Fous 2009. Puis ensuite, toi, tu as toujours continué de travailler. Tu n'as jamais fait le transfert complet comme athlète professionnel? Non, j'ai continué à travailler, déjà parce que je pense que, voilà, j'ai une famille aussi. C'est un peu de pression de se dire après, voilà, c'est vraiment ton métier. Si tu performes pas, il y aura pas de rentrée, quoi. Voilà. Puis bon, j'ai toujours un métier qui me permet de vivre correctement. Voilà, et puis ça permet, ouais, je pense, d'enlever un peu de pression.
D'un autre côté, le sport, les entraînements permet d'enlever la pression au boulot, enfin, voilà, de se libérer un petit peu. Donc voilà, c'est complémentaire. J'ai demandé depuis longtemps en fait un temps partiel pour essayer de quand même voilà, trouver, parce que c'est toujours des compromis entre le travail, la famille, les entraînements, etc. Donc de réduire un petit peu mon temps de travail. Finalement, cette année, enfin l'année prochaine, j'aurai 80%, donc je vais avoir 20% de temps en plus. Donc c'est bien. Ah, mais c'est Mais bon, ça fait ça. 5 ans que je demande cette réduction. Donc, Puis est-ce que tu penses que le fait d'avoir gardé un peu, j'allais dire les deux pieds sur terre, c'est peut-être intense, mais d'avoir gardé le boulot à travers, d'avoir gardé le quotidien intense d'un athlète amateur, donc d'avoir, oui, les compétitions, l'entraînement, mais d'avoir le travail, est-ce que ça garde ce petit côté, le fun-là de la course, que c'est pas ton métier, donc il y a un aspect vraiment fun, tu sais, je le vois dans ton approche, puis tu sais, ça fait longtemps que je suis le sport, ça fait longtemps que je te suis, puis je sens vraiment qu'il y a une approche décontractée, puis le facteur fun semble avoir une place importante dans ton entraînement, dans ta pratique du sport. Est-ce que je me trompe? oui, bah fun. Alors, c'est pas toujours fun, les courses, mais et on les aborde pas toujours sans pression. C'est vrai que c'est difficile d'aborder des grands événements, en fait, où on a envie de faire bien sans pression. Voilà. Là où j'ai pas la pression, c'est voilà, la pression du salaire, la pression de pas vivre correctement après s'il n'y a pas la performance. Donc ça, c'est vrai que ça enlève une grande part de pression par rapport aux courses. Ouais, et puis après, c'est un équilibre à trouver. Et ça, c'est vrai que mon coach, Philippe Propage, est bien là-dessus, en fait, où il prend bien en compte la vie de famille qu'on peut avoir, le travail, parce qu'on a tous un travail différent qui nous prend aussi différemment, qui nous libère peut-être des espaces, enfin des temps différents aussi. Donc tout ça, c'est à prendre en compte par le coach, si on a un coach. Et voilà, donc ouais, j'étais content d'avoir gardé ça. Et aussi toujours, en fait, ouais, en gardant en fait à l'idée que le sport, voilà, tout peut basculer aussi d'un moment à l'autre en fonction de s'il y a quelque chose qui est vraiment important au niveau blessure, enfin n'importe quoi. Et après, voilà, c'est compliqué quand même, surtout quand voilà, quand on a une famille derrière qui est bon, ma femme travaille, hein, elle compte pas sur moi, elle me supporte beaucoup et puis elle m'aide beaucoup aussi sur les assistants, donc ça c'est encore autre chose, mais voilà, donc c'est ouais, jamais voulu, puis jamais vraiment eu non plus l'occasion. Disons que les partenaires que j'avais non plus, voilà, on pouvait pas. Après, tout dépend du niveau de vie qu'on va avoir, voilà, mais je pouvais pas en vivre non plus complètement, quoi. Tu disais que ta femme et ton crew qui te suit ton équipe de support. Ça doit être le fun d'avoir cet aspect familial-là à travers les courses. Est-ce que tes enfants, c'est quoi? C'est gars, filles? Oui, c'est deux filles, ouais. Deux filles, est-ce Alors, qu'ils te suivent aussi dans les courses? ouais, mes filles me suivent dans les courses, me suivaient. En fait, maintenant, elles sont un petit peu grandes. Maintenant, elles me suivent déjà quand on leur propose et quand c'est des courses un petit peu exotiques. On va aller au Japon, on va aller à Martinique, à La Réunion. Voilà, elles aiment bien suivre. Quand je vais en France, elles viennent un petit peu moins. Après, à La Réunion, voilà, cette année, elles n'ont pas pu venir, mais sinon, jusqu'à maintenant, elles venaient toujours avec nous. Parce que voilà, pour La Réunion, c'était aussi un peu des courses-vacances. Donc, on fait la course, mais on fait aussi les vacances. Et pour l'UTMB aussi, ouais, grands événements, elles étaient aussi là cette année, quoi, toutes les deux. Donc, non, et puis, ouais, ma femme qui fait l'assistance aussi, qui fait toute l'assistance. C'est du gros job aussi. Hein. Aussi sur la Diac, c'est encore plus important le boulot qu'il y a à faire avec les routes, quoi. Je ne sais pas si tu connais les routes sur La Réunion, mais voilà, c'est beaucoup de boulot et beaucoup de fatigue aussi, et des nuits blanches aussi. Ah, c'est sûr qu'un ultra qui peut en prendre 20-24 heures va en prendre aussi 20-24 heures pour l'équipe de support. Donc, même s'ils ne sont pas en train de courir l'événement, la job est encore plus, en fait, est plus inégale, j'ai l'impression, tu sais, dans le sens où quand tu cours, ben, tu es en mode course puis tu t'avances. Tu sais, même si tu montes du descend, il y a une variation, mais tu es toujours dans l'action. Le crew, c'est un job qui est vraiment difficile parce que justement, tu peux être de longues heures à absolument rien faire, mais du moment que l'athlète rentre dans le ravito, là, il faut activer en vitesse grand V, puis ça va à toute allure, là.
Ouais, et puis des fois on est un petit peu ingrat aussi parce qu'on est concentré dans notre course, pas forcément voilà, super à l'écoute, on n'échange pas forcément des mots en fonction de comment ça se passe. Alors sur l'ultra, un petit peu moins vrai, mais sur des courses un peu plus courtes, voilà, on essaie de limiter un peu le temps de ravitaillement. Ouais, c'est un petit peu ingrat pour ça. Et puis c'est aussi de la pression quand même parce que l'année dernière, j'ai fait pacer d'Audrey sur la Western State. Et ouais, il y a un petit peu de stress d'arriver à temps, en fait, déjà, aussi, en fait, parce qu'il y a certains ravitaillements qui ne sont pas forcément très accessibles. Voilà, d'avoir prévu tout ce qu'il fallait. Voilà, parce que des fois, il peut y avoir ouais, des demandes un petit peu, ouais, pas forcément prévisibles, en fait. Voilà, d'avoir, je sais pas, de la glace, d'avoir, je sais pas, du salé alors qu'il n'était pas prévu de prendre du salé là, voilà. Donc, tout ça, ouais, ça met un peu de pression sur la partie assistance. Ouais. Tu parlais de la Western State d'Audrey auquel tu as participé comme pacer. Je pense, tu l'as pas fait, la Western State, dans ton parcours. Est-ce que ça t'a donné le goût de la faire, là, de la constater sur place puis de la vivre, la course? Alors oui, donc j'ai fait pacer, la première partie en fait, donc assistant, et puis après pacer quand il pouvait y avoir un pacer. Et donc oui, c'est une course qui est un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, parce que c'est quand même assez, enfin, faut courir un petit peu quand même. Moi, j'aime bien marcher aussi un petit peu dans les ultras. Là, voilà, disons, techniquement, c'est beaucoup moins difficile. Voilà, il va falloir courir un peu plus. Et tu me disais, ça m'intéressait, donc j'y vais en 2022. Donc, Ah oui? ça Ben, félicitations, on va suivre ça. T'es-tu passé donc, par le tirage au sort? alors, je ne suis pas passé par le tirage au sort parce que sur l'UTMB, donc j'ai fait 4 cette Oui, année. c'est vrai. Il y avait 2 tickets sur la Western State et François et Aurélien qui avaient les 2 tickets, ils l'ont refusé. Donc, ça allait aux 2 suivants, donc Mathieu et moi. Oui, puis Qui l'ont j'en profite accepté, pour donc, le dire voilà. parce que ça fait quelques épisodes que Mathieu Blanchard, bon, franco-québécois, moi je l'ai reçu au balado, puis c'est la fierté du Québec cette année à l'UTMB, on le suivait. Puis ça fait quelques épisodes que je dis, ah ouais, Mathieu Blanchard à la Western, Mathieu Blanchard à la Western, et finalement Mathieu ne va pas à la Western, donc il a décidé lui aussi de laisser aller son Golden Ticket. Donc, Ah bon? Ah, je ne savais pas parce que j'avais vu qu'il avait accepté en fait Ah, voilà, tu m'apprends quelque chose. ben, peut-être que je me trompe, mais ça fait 2 épisodes que je le dis, puis que des gens m'écrivent, ah non, finalement Mathieu décide de ne pas y aller. Il veut se concentrer sur l'UTMB. Donc, c'est ce que j'ai Non, entendu. Mathieu, si ok. t'écoutes, confirme-nous ou pas. Bah, faut regarder aussi sur le site de la Western State, c'est marqué en fait les golden tickets qui ont été acceptés ou pas. Et la dernière fois que j'ai regardé, en tout cas, il avait accepté. Alors peut-être qu'il a changé d'avis. C'est vrai qu'il y a, par rapport à l'UTMB, beaucoup de personnes qui ont fait la Western State ont eu après du mal sur l'UTMB. En fait, je crois que personne n'a performé et sur la Western State et sur l'UTMB. Donc, voilà, c'est peut-être la raison. Ouais, mais j'en parlais avec Audrey justement à l'épisode de 69 parce qu'elle a fait les deux, puis c'est quoi qu'on entend souvent, tu sais, des athlètes, puis tu sais, cette année, il y avait Dylan Bowman qui faisait l'animation et de la Western State et de l'UTMB qu'on écoutait sur le télécast en anglais, puis il en parlait justement de ça que, à part Kylian qui avait gagné les deux dans la même saison, personne à sa connaissance ou à la connaissance de ceux qui étaient là en train d'animer avait réussi à performer sur les deux. Puis je n'ai parlé avec Audrey qui a vécu un peu les deux cette année, puis c'est ce qu'elle a vécu carrément, là, d'avoir une bonne Western States, puis après ça, de devoir avoir un switch d'entraînement qui se fait parce que c'est pas du tout le même style de course. Puis en même temps, il y en a un qui est dans des environnements hyper chauds, puis là, tu arrives à l'UTMB avec des cols, puis du dénivelé, puis tu sais, c'est 2 courses, je pense, très difficiles à joindre dans la même saison. Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Je ne savais pas que Kylian avait gagné la Western 7, mais bon, après, je n'ai pas tout l'historique. Donc voilà, c'est quand même possible alors du coup. Hein. Bah, François a montré que c'était possible de faire hard rock et UTMB avec 2 victoires aussi. Mais est-ce que c'est possible ou est-ce qu'ils l'ont fait puis est-ce que c'est possible pour les autres? On ne le sait pas, ça sera à découvrir. Écoute. Mais déjà, toi, cette année aussi, UTMB Diagonale, c'est très rapproché. C'est combien de semaines entre les deux? C'est même pas 10 semaines? 2 mois. Ah, 2 mois, fait qu'un 8 semaines. Ouais, c'est quand même. T'avais-tu déjà expérimenté avant cette année 200 mètres très rapprochés? Non, c'est pour ça que quand on me demandait en fait après l'UTMB si j'allais à la diagonale, j'ai dit non, je ne vais pas à la diagonale. Et voilà, donc après j'ai pris 2 semaines de repos et puis j'ai recommencé à faire les entraînements et puis regarder un petit peu le calendrier, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Enfin, si je m'entraîne après, c'est pour aller faire une course. Donc après avoir repris les entraînements qui se passaient pas trop mal, j'ai dit bah faut quand même faire une course
pour conclure ces entraînements. Et donc, j'ai regardé un petit peu le calendrier, et puis il y a quand même la diagonale. Et voilà, je me suis décidé un petit peu tard. Hein, donc, j'ai envoyé fin septembre une demande à l'organisation pour avoir un dossard. Et j'ai eu la réponse juste vers le 5 ou 6 octobre. Donc, voilà, 10 jours avant. Donc, 10 jours avant de partir, en tout cas. Donc, c'était sympa qu'ils acceptent cette dernière minute. Et puis, je ne regrette pas qu'ils aient accepté, quoi. C'est ça, j'allais dire, c'est peut-être ça le secret, finalement, c'est d'en enchaîner deux de près. Ouais, non, peut-être pas, mais c'est que j'avais vraiment envie de retourner sur cet événement. Et c'est vrai que c'est une course que j'appréciais bien, en fait, et qui était même ma favorite avant vraiment cette victoire sur l'UTMB, qui a laissé évidemment un très bon souvenir. Mais la diagonale reste une course que j'apprécie particulièrement. Ah oui, mais c'est des courses auxquelles tu sembles retourner souvent, puis c'est sur le plus gros stage de la course, c'est les courses qui sont le plus suivies, mais en même temps, ça a l'air des courses qui sont magnifiques. Et moi, je vais pouvoir expérimenter l'an prochain pour la première fois le Chamonix, l'UTMB, je serai sur la CCC, donc très hâte de découvrir ton coin de pays. Ouais, ça part de l'Italie, alors attention. Ouais. Hein, on finit dans ton coin de pays. Tu en parlais de l'UTMB, tu l'as fait plusieurs fois, tu le disais, 2004-2005, les premières éditions, quand c'était encore une course de quartier. Après ça, 3e à la CCC à 2 reprises, 3e sur la TDS, 21e place à l'UTMB en 2012, puis là, boum, 2016 arrive, victoire. En tout cas, surprise, je pense pas pour toi, parce que je veux dire, on s'entraîne pour gagner des courses, je suppose, à ton niveau, mais tu as causé la surprise quand tu es arrivé dans cette victoire-là, surtout considérant que tu étais, je crois, 50e à Courmayeur en début de course, puis tu as fait une remontée spectaculaire. Je veux pas qu'on rentre précisément dans cette course-là parce que tu l'as fait au podcast Course épique où tu racontes très en détail cette course-là. Puis c'est en l'écoutant que j'ai fait il faut que j'entre en contact avec Ludo pour parler de sa course. Tu venais de gagner le Grand Raid, puis j'ai réécouté ce podcast-là de Course épique en 2016, mais c'est quoi les souvenirs qui te viennent le plus vite en tête quand on parle de l'UTMB 2016 comme ça? Là? Ouais, non, c'est vraiment le scénario en fait qui est improbable. Et puis voilà. Quand j'arrive sur la course, je suis assez confiant. En fait, je me dis, je vais quand même arriver au bout, pas à la gagner, c'est sûr. Mais bon, je me dis, j'ai quand même évolué un petit peu. Voilà, j'ai un peu plus d'expérience, donc j'espère quand même bien aller au bout. Et puis voilà, quand ça se passe mal, c'est vraiment la descente aux enfers. Et puis, et puis voilà, après, je me dis, je vais le faire en 2 jours. Voilà, c'est complètement changé en fait d'optique, mais terminer la course, coûte que coûte. Et au final, voilà, ça s'est mieux passé que, que prévu, la remontée. Et puis, il y a eu pas mal d'imprévus, d'abandon aussi, de personnes qui étaient favoris. Et voilà, ça fait partie de la course, ça fait toujours partie des ultras, quoi. Et surtout l'UTMB, à chaque année, il y a une grande délégation d'athlètes élites de 1, mais il y a aussi une grande délégation d'athlètes qui abandonnent de 2 parce que c'est une course, je pense, qui est très difficile. Puis de passer la nuit à l'UTMB semble être difficile. C'est souvent au terme de la nuit qu'on voit que la course se dessine, puis que là, j'ai l'impression peut-être que la course commence avec ceux qui ont survécu à cette nuit-là. Dans ton cas, tu avais commencé plus tranquillement. T'avais-tu des problèmes en début de course ou tu étais parti patient? Non, c'est vraiment, j'avais eu des problèmes en fait parce que à Saint-Gervais, je dois être dans les 2-3 en fait de la course. Et après, j'ai eu vraiment des problèmes gastriques, voilà, un peu compliqués. Donc, c'était vraiment au fond du trou là. Donc, avec des problèmes, plus d'alimentation et puis voilà, continuer à progresser, mais voilà, avec la veste, un peu comme quand j'ai doublé Jim cette année, il y a tout mis le matériel sur lui, la veste, le pantalon, et puis et voilà, on continue d'avancer au moins jusqu'au prochain ravitaillement et puis après on voit. Donc non, c'était pas voulu en fait de gérer tranquillement le début de course et puis de remonter. Donc voilà, c'était. Mais ça a marqué pas mal en fait les gens voilà, que rien n'est joué sur l'ultra. Voilà, même quand on se retrouve à pratiquement 1 heure de la tête de course, c'est encore faisable. Bon, c'est sûr que s'il reste 5 km à 1 heure, ça va être compliqué, mais voilà, en début de course, rien n'est joué. Non, c'est ça. Puis je pense que ce qui a peut-être permis, au-delà de l'histoire qui est super inspirante de dire il passe 50e à Courmayeur puis finit premier sur le podium, c'est super impressionnant comme remontée. Mais c'est aussi le fait que ces éditions-là de l'UTMB étaient très, très médiatisées avec les petites vidéos résumées que l'Ultra Trail World Tour faisait. Moi, c'est une des premières vidéos que j'ai vues, cette victoire-là, cette année-là, de Caroline Chavreau et de toi. Puis elle est super bien documentée. Les gens, si vous allez voir sur la page YouTube de
défunte Ultra Trail World Tour. Il y a ces vidéos-là qui sont là, puis le résumé, très détaillé, puis on voit cette remontée-là. On voit Zach Miller qui est parti comme une balle, qui a une fin de course plus difficile, puis on voit Ludo qui progresse, monte sur la première marche du podium. C'est une superbe vidéo pour une superbe performance. Je suppose que ça fait un beau souvenir aussi. Ah oui, ouais. D'autant plus avec le scénario de course, voilà, le déroulement de la course, c'est vrai que ça fait un souvenir qui est mémorable, quoi. Enfin, et puis l'arrivée avec, alors j'avais qu'une de mes filles, mais voilà aussi l'arrivée avec une de mes filles et ma femme sur la ligne. Donc après le déroulé de course, ouais, ça a décuplé les émotions. Ouais. Ouais, j'en doute pas. UTMB 2021, tu as fait partie d'une belle délégation, d'un top 5 100% français, quelque chose qui n'avait jamais eu lieu, en tout cas dans les années récentes de l'UTMB, avec des athlètes internationaux qui arrivent de partout. C'était beaucoup ce qui se disait le lendemain de la course, c'est wow, 5 Français dans le top 5 masculin. Donc, première place, François Den, deuxième, Aurélien Dunant-Palaz, troisième, notre franco-québécois. On se le partage entre le Québec et la France, M. Mathieu Blanchard. Toi, tu es arrivé quatrième cette année et Germain Granger a complété ce top 5-là. Comment s'est passée ta course cette année? Cette année, disons que je me suis écouté quoi, sur la course. Disons, j'ai pas eu de grosses difficultés en fait sur la course. C'était plus, je voulais gérer la course en fait en écoutant un peu les sensations, sans trop regarder ce qui se passait autour. Et puis voilà, c'était plus en gestion. Et puis au final, c'est remonté un petit peu en fait jusqu'au top 4, top 5. Donc après le podium était quand même vraiment loin, et Mathieu a fait vraiment une grosse course. C'est vrai qu'à un moment on me l'annonce pas très loin et il y a mon chien qui vient me rendre visite. Mathieu on me l'annonce vraiment pas très loin, disons à 20 minutes, et à ce moment-là je fais un petit effort pour essayer de revenir un petit peu, et là il me reprend encore du temps, donc il a fait une très belle fin de course aussi quoi, donc, moi, je pense avoir fait une course assez en gestion, assez régulière. Et voilà, c'est pas un podium, mais je suis quand même satisfait de cette médaille en chocolat et satisfait d'avoir fait un temps même inférieur en fait à 2016 quand je gagne, mais sans avoir eu de problème en fait. Disons que je gagne 20 minutes, mais j'ai pas de problème de course comme j'avais eu en 2016 quoi. Donc, moi, c'est bien de vous voir que 5 ans après, on est à peu près dans les mêmes performances. Donc, ça, c'est bien. Oui, c'est extrêmement impressionnant. Je ne veux pas te vieillir, mais je veux dire, ça reste que 46 ans, c'est très jeune dans la vie. Mais en ultra, quand on regarde l'âge moyen sur les podiums et tout, et là, d'arriver 46 ans, puis d'aller jouer avec les jeunes, puis leur donner un peu une leçon de voici comment on fait un ultra. Puis surtout quand tu le racontes comme ça, que c'est une course assez sans grand creux, de ce que je comprends. Oui, oui, ils sont grands creux, ouais. Après, ils sont pas si jeunes que ça. François, Aurélien est assez jeune. Mathieu, c'est aussi François. François, il commence à vieillir aussi un petit peu. Hein. Maintenant, il doit être à 36 ou 37. Donc, attention, ça se rapproche de la quarantaine. Hein, oui, c'est vrai que j'ai eu des remarques par rapport à ça, par rapport à mon âge. Je pense que sur l'ultra, on peut encore performer. Sans forcément. Jouer la gagne, c'est compliqué. Ça dépend aussi des courses, des coureurs. Mais on n'est encore pas complètement périmé à 45 ans. Quoi. Périmé, j'aime ça. Écoute, t'en es la preuve, puis je suppose que, en fait, que ça va se continuer comme ça, parce que là, on parle de l'avant des packs, là, des coureurs élites, mais quand tu regardes l'âge moyen sur les ultras, puis quand tu regardes des images de l'UTMB notamment, je pense qu'en France, je serais curieux de comparer les statistiques d'âge moyen des coureurs-coureuses sur les ultras, parce qu'au Québec, c'est peut-être une petite affaire plus jeune que cette moyenne-là, mais en France, tu vois des images de l'UTMB, puis il y a beaucoup de têtes blanches, là, des gens dans la cinquantaine avancée, soixantaine qui complètent le petit tour du Mont-Blanc. C'est quand même très impressionnant, mais je pense que c'est un sport qui s'y prête avec des barrières horaires, je pense, qui le permettent aussi, qui sont assez permissives, puis tant mieux. Là, quand ça fait 10 ans que tu essaies de te faire piger pour l'UTMB, c'est le fun de pouvoir y aller puis de ne pas avoir à stresser pour les barrières horaires. Oui, non, c'est vrai qu'on voit des personnes qui ne viennent pas non plus forcément pour faire une performance, mais juste pour le défi, pour aller faire le tour du glaçon, voilà. Quand c'est à l'UTMB ou à la Diag, c'est encore plus vrai en fait, parce qu'il y a vraiment des personnes
c'est vraiment le défi de faire cette course, surtout en fait les locaux qui tous rêvent au moins une fois de participer au Dry Raid et d'aller au bout. Sans avoir forcément, alors c'est un peu dangereux au niveau physique, hein, sans avoir forcément en fait les capacités physiques de le faire, quoi, avec une préparation assez réduite. Donc, c'est bien qu'il y ait quand même encore des places pour ces coureurs-là qui jouent pas une performance, mais plus un défi personnel. Ouais. Là, tu nous amènes sur le sujet. Donc, tu l'as dit tantôt, termine l'UTMB 4e, prends 2 semaines de repos. C'est quand même rapide, j'ai l'impression, 2 semaines après d'être de retour à l'entraînement. Rapidement, les semaines avancent. Tu demandes un dossard pour la Diagonale des Fous. Quelques jours avant de partir, on te dit que tu peux venir. Donc, tu te rends à l'île de la Réunion. Tu étais comment à l'approche de cette course-là? Ouais, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, justement, l'enchaînement. Je voyais que sur les entraînements, j'avais focalisé un peu entre l'UTMB et la Diag. J'avais focalisé un peu mes entraînements plus sur le dénivelé, la marche rapide ou l'alternance marche-course. Un petit peu plus orienté dénivelé que l'UTMB et marche aussi en fait, parce qu'on passe un peu plus de temps à marcher que sur l'UTMB. Le sentier est souvent un peu plus technique. Après, ce qui est toujours quasiment impossible à appréhender, c'est les conditions climatiques. Donc, nous, il commençait déjà à faire froid. On avait même des gelées. Donc, c'est compliqué de s'entraîner de ce côté, mais bon, ça, on court en vent. C'est plus savoir en fait comment le corps allait réagir. Je savais que des entraînements assez courts, ça passait bien, mais disons que j'avais pas fait je pense que j'ai pas dû faire plus de 3-4 heures, il me semble. Qu'est-ce que ça donne après 20 heures je savais pas trop, quoi. Donc c'était un petit peu ça l'appréhension. C'est est-ce que ça allait passer sur la longueur, quoi. Et est-ce que le fait que ça soit pas prévu au calendrier versus peut-être d'autres saisons, est-ce que ça a pu jouer un peu sur ton état d'esprit d'arriver là plus léger, sans pression, ou tu as quand même senti la petite pression rendue au temps de courir? Non, plus léger, parce que moi, j'étais déjà content de ce que j'avais réalisé sur l'UTMB. Donc, la saison était déjà réussie par rapport à ça. Et puis, la pression un petit peu quand même, parce que si je venais, c'était aussi pour essayer quand même d'aller au bout et de faire quelque chose. Et si possible, pas deuxième. Bon, après, c'est pas si mal, deuxième, hein, mais bon. Donc, un petit peu de pression par rapport à ça. Mais après, j'étais aussi quand même pour profiter. Alors, des vacances, on n'a pas profité beaucoup parce qu'en fait, on n'est quand même pas resté très longtemps. Mais reprofiter un petit peu de la Réunion avant l'hiver ici, quoi, et le ski. Faire le plein de chaleur, d'humidité avant de retourner dans les montagnes. Ouais, on a été servi pour la chaleur, pour le coup. Là, c'est vrai que ça a été une édition qui a été bien chaude et qui a laissé, qui a fait aussi que la course s'est passée comme ça, j'imagine, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes de déshydratation, de coups de chaleur de certaines personnes. Donc, c'était aussi un aspect à gérer dans la course, ces conditions chaudes qu'il y avait dans ma fat. Toi, tu es habitué, tu l'as fait plusieurs fois. Comment tu gères la chaleur? C'est quoi ta stratégie pour essayer de gagner la guerre contre la chaleur? En fait, il n'y a pas tellement de... il y a pas de secret, en fait. Hein. Moi, je supporte assez bien la chaleur si j'arrive à me refroidir. Donc, si on arrive à avoir assez fréquemment de l'eau pour s'arroser, pour s'asperger, ça se passe assez bien, en principe. Ça m'a pas empêché de prendre un coup de chaud parce qu'à un moment, j'avais plus d'eau, ou l'eau que j'avais, je la gardais pour boire parce que c'est bien de s'arroser, mais il faut quand même s'hydrater un peu. Mais après, vraiment, dans la journée, dans ma fat et la plus longue montée qu'on a eue au soleil, on croisait souvent un ruisseau. Donc, là, c'était l'occasion de se rafraîchir souvent. Donc, il n'y a pas de miracle, hein, si on rafraîchit un petit peu et essayer de garder un petit peu les vêtements, la casquette, la sarienne au frais. J'avais aussi les cheveux longs, donc ça me gardait assez un peu de fraîcheur, hein, le temps qui sèche, même si ça séchait assez vite. Donc c'est ça pour moi en fait, se rafraîchir, et puis l'évaporation du t-shirt et de la saharienne fait que on conserve un petit peu la chaleur la fraîcheur un peu plus longtemps. Ouais. À l'approche d'une course comme la Diagonale ou là, la Western States que tu t'en vas faire en 2022, est-ce que tu fais une genre d'acclimatation ou des entraînements dans un environnement plus chaud ou tu t'accoutumes de ça rendu sur place?
C'est bien s'il y a possibilité, parce que je pense qu'il y a effectivement une acclimatation, que ce soit au froid ou à la chaleur. Là, à la diagonale, je peux arriver une semaine avant, donc c'est une petite acclimatation. Maintenant, s'il y a l'occasion, alors c'était pas possible en France de courir sur la chaleur, ou alors il fallait vraiment aller, aller plus loin, mais là où je travaille, près de la région de Rhône-Alpes, il faisait déjà frais. Donc voilà, on fait avec les conditions qu'on a aussi. Hein, donc je vais pas mettre mon home trainer dans un sauna pour m'entraîner, mais ça pourrait être une idée. Mais... Il y a des gens qui le font. Ouais, voilà. Mais ouais, non, j'essaierai de faire un petit peu. Pour la Western State, on envisage d'aller peut-être à Maurice, parce qu'il y a aussi un trail qui se court à Maurice. Et puis voilà, j'ai un copain là-bas, enfin des copains là-bas, donc aller aussi un petit peu en vacances, puis ça permettrait de s'entraîner un petit peu aussi dans la chaleur. Et puis on verra le temps qu'il fait ici, mais ça c'est difficile à prévoir, quoi. Oui, ça fait une raison pour prendre des vacances. Hein. On peut dire, ah, mais je m'en vais pas en vacances pour le plaisir, là, je m'en vais m'acclimater à la chaleur pour ma course. Ça passe bien. Ouais, bon, on veut partir pour la Western State, on veut partir aussi un petit peu plus longtemps, quand même, aussi profiter d'aller visiter un peu. Donc, quand on part assez loin, c'est bien de faire les courses. Voilà, moi, j'aime bien faire les courses voyage aussi. Donc, on va pour un objectif, pour faire une course. On en profite un petit peu avant, même si souvent, on a un peu de pression avant. Et puis, voilà, en profiter, c'est un petit peu différent. Mais là, on va essayer de partir et puis de visiter un petit peu les parcs aussi avant la course. Oui, mais c'est la bonne place pour ça. Il y a beaucoup de parcs nationaux tout près de cette section-là des États-Unis, sur la côte ouest. Là. Parlons de la diagonale, là, maintenant qu'on est sur le sujet de la chaleur et tout. Comment ça a été ta course? Comment ça s'est déroulé? Raconte-nous à travers ces 170 km-là dans la jungle de la Réunion. Cette année, donc, je voulais quand même prendre un petit peu plus de risques par rapport à... C'est pas des échecs, hein, par rapport à mes secondes places, hein, qui est une place très honorable. Donc, je voulais prendre un peu plus de risques et rester avec la tête de course. Et j'avais établi un temps, en fait. Je le fais pas souvent, en fait, mais j'avais établi un temps par rapport, en fait, à la gagne de l'année d'avant, l'année précédente. Donc, c'était Greg Kurmer. Et voilà, je m'étais fixé un petit peu ces temps de passage-là. Et j'étais même en avance sur ces temps-là, mais la tête de course était encore en avance de cela. Donc voilà, je voulais prendre des risques, mais quand même, l'objectif premier, c'est de terminer la course. Donc au final, c'était un peu comme mes autres courses, ça s'est terminé en gestion. Et puis voilà, à remonter au final sur la tête de course, au lieu de rester dans le paquet de tête qui était le plan initial. Mais voilà, il faut aussi s'adapter pendant la course. C'est difficile. Voilà, je voulais faire un petit peu différemment de l'UTMB où j'avais vraiment prévu de rester, de m'écouter, de rester dans mon pace sans aller voir ce qui se passait à côté. Au moins, en tout cas, en début de course. Je voulais gérer différemment sur la diagonale, mais voilà, la course a fait qu'au final, ce n'était pas différent. Et tu voulais te mettre un peu en danger, je comprends. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, après, c'est remonté un petit peu progressivement et j'ai couru avec différents groupes de coureurs. Voilà, j'ai passé pas mal de temps avec Bennett Marmisol, qui finit 3, avec Cédric Chavet, enfin voilà, et jusqu'à revenir sur Daniel. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'il a fait toute la course en tête, en fait, donc il a fait vraiment une grosse course. Et voilà, je remonte quand même sur lui. Et je le connais, Daniel, on avait fait je ne le connais pas très bien, mais on avait fait déjà quelques courses ensemble, notamment on avait été sur une course en Chine ensemble. Et voilà, on échange quelques mots, et puis après, je continue ma course. Et voilà, de ce qu'il me disait, avec les douleurs qu'il avait, je ne pensais pas le revoir. Et au final, voilà, un quart d'heure après, il est revenu. Et puis après, on ne s'est plus quitté, quoi. Parce que lui, il a pris la tête, je pense, autour du 50e kilomètre, puis il a tenu ça quasiment jusqu'à la fin. Dans ton cas, c'est à quel kilomètre que tu l'as rattrapé? Moi, je l'ai raté à peu près au kilomètre 110. OK. Et il restait voilà, une cinquantaine, soixantaine de kilomètres. Là. Voilà, on a fait une cinquantaine de kilomètres ensemble, ouais. Puis comment ça se passe, une co-tête de course comme ça? Est-ce que vous aviez le temps? Est-ce que vous preniez le temps d'échanger un peu ou vous vous suiviez puis c'était plus une présence plus qu'une conversation? Non, on discutait quand même. Notamment, il y avait un caméraman qui faisait le suivi live. On essayait d'avoir un petit peu aussi par-ci par-là des infos de course, savoir qui c'est qui arrivait derrière.
Voilà, on n'avait pas forcément les infos très justes parce qu'il nous disait que c'était Dylan qui revenait dessus. Et j'en ai parlé avec Dylan récemment. Il a dit qu'il il était jamais revenu vraiment près de la tête de course. Et donc, voilà, quand on nous a annoncé que Dylan était 20 minutes derrière, on sait qu'il finissait assez fort les courses. Il était assez spécialisé, on va dire, là-dedans. Donc, on s'est un petit peu alliés pour éviter que le troisième revienne sur nous. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, à force de rester ensemble, voilà, on est venu aussi à discuter et dire qu'est-ce qu'on va faire sur la fin de course. Et voilà, on s'est dit que si on pouvait, enfin, si tout allait bien, c'est-à-dire que chacun n'avait pas de gros coups de mou, voilà, de gros problèmes, qu'on pourrait finir ensemble. Et c'est bien de discuter avec le coureur et puis que ça soit d'un commun accord. Je comprends aussi si le coureur me dit je préfère jouer ma place, enfin ma chance, tenter ma chance. Très bien, tant que c'est discuté avant et que on est tous d'accord. C'est bien. Je comprends les deux façons en fait que ça reste une course, une compétition qu'on aille jouer. Un peu plus de mal après à vraiment la jouer au sprint, c'est dans la dernière ligne droite sur le stade de la Redoute, mais je pense que ça serait pas le cas sur un ultra comme ça serait décidé avant. Voilà. Mais quand on a passé déjà pas mal de temps ensemble, qu'il n'y a pas de grosse faiblesse ni d'un côté ni de l'autre, voilà, c'était bien qu'on termine ensemble. Je pense qu'on était contents tous les deux de partager cette fin de course. Et sur un ultra, c'est bien d'être accompagné aussi. C'est vrai que quand on a des longues périodes tout seul, mentalement, c'est aussi plus compliqué, quoi. Donc, faire cette… En fait, sur la diagonale, à part quand j'ai vraiment rattrapé Daniel, peut-être during… Ouais, je ne vais pas le dire en anglais, quoi. Pendant 2-3 heures, j'ai peut-être été seul, mais sinon, j'ai toujours été avec quelqu'un, quoi. Donc, ça permet de s'occuper l'esprit, en tout cas. Si ça n'aide pas forcément physiquement, mentalement, ça joue quand même pas mal. Ah ouais, c'est une course qui ne permet pas les pacers, mais ça permet d'avoir des pacers dans la course directement. Voilà, c'est ça. À quel moment dans la course êtes-vous rendu où, à combien de kilomètres de l'arrivée que Daniel et toi vous vous êtes dit bon, ben, si ça va bien, on termine ensemble? Je pense qu'on a dû faire 20-25 km ensemble avant de se dire, voilà, si tout va bien pour les deux, on terminera ensemble. Donc ça, c'est décidé relativement rapidement. Ouais. Ça, c'est la première fois que tu finissais une course côte à côte avec quelqu'un? Non, j'en ai fini quand même plusieurs. Ah ouais, tu as des premières places conjointes avec plusieurs coureurs? Il y a mon chat qui vient me rendre mes visites aussi. Après, le chien, c'est le chat. Non, la dernière diagonale en 2019, hein, donc j'avais terminé deuxième avec Nicolas Rivière qui était un Réunionnais aussi. Ah, vous avez fini égal, je ne savais pas. Ouais, donc on avait fini pareil ensemble. 2019, c'était une course un petit peu particulière avec il y a eu pas mal d'élites dont je faisais partie aussi qui se sont perdus en début de course. Donc voilà, c'était un petit peu particulier comme édition. C'est le coup qu'on voit quand même souvent assez habitué, disons, à finir main dans la main depuis assez longtemps en fait, même des courses un peu plus courtes. Je me souviens pas mal de courses que j'ai terminées avec Dawa Sherpa il y a quelques années. Donc ouais, non, c'est quelque chose qui est assez courant en fait, mais toujours en fait discuter avec le coureur avant et puis voilà, si on doit se départager, on se départage aussi et il n'y a pas de problème là-dessus. Et voilà, j'accepte les deux. J'accepte les deux, quoi. Ah, c'est intéressant. C'est quoi qu'on voit quand même souvent à la diagonale des gens qui terminent ensemble. Est-ce que tu penses que l'aspect, je ne sais pas comment dire, tu sais, je ne suis pas allé, mais j'en ai parlé avec plein de gens qui sont allés, tu sais, l'aspect très communautaire, je pense qu'il y a un sentiment très, très fort de fierté de la part des Réunionnais, mais de la part de cet événement-là qui est là pendant une semaine. L'île au complet vibre au rythme du Grand Raid. Ce côté-là, chaleureux, familial, communautaire, penses-tu que ça contribue à avoir des performances où ce sentiment-là communautaire se poursuit dans la compétition à travers les athlètes? Oui, je ne sais pas si c'est particulièrement sur La Réunion. C'est vrai qu'il y a un engouement assez spécial sur La Réunion parce que toute l'île, en fait, sait qu'il y a l'événement, on a entendu parler, ou comme le disait Daf, a eu envie, en fait, chaque Réunionnais a eu envie au moins de faire la diagonale. Donc, c'est vrai que c'est un engouement qui est vraiment spécial. Maintenant, moi, j'ai ressenti un petit peu ça, en fait, de passer du temps avec d'autres coureurs. Si la course
s'y prête, évidemment, en fait, hein, parce que ça reste quand même une course. Donc, s'il y a des coureurs ensemble, sans s'enfermer dans un... C'est difficile aussi de courir ensemble, parce que des fois, on a un peu tendance à s'enfermer dans un confort, alors qu'on pourrait faire un petit peu mieux. Donc, voilà, c'est difficile aussi de se dire je vais faire la course avec quelqu'un. Et de prévoir ça au début de la course, c'est compliqué. Ouais. Voilà, pour moi, ça vient assez naturellement. Sur l'UTMB, j'ai passé un bon moment de la course aussi avec des bons collègues de chez Compressport, Diego Pazos, Greg Kurmer. On a passé un bon moment ensemble. Voilà, après, à un moment, la course a fait qu'on s'est séparés. Voilà, il n'y a pas de... C'est des moments qu'on passe ensemble sans forcément se dire, voilà, on va faire toute la course ensemble. Et c'est un petit peu dommage dans un sens ou dans l'autre, en fait, hein, qu'on soit moins bien ou mieux que la personne avec qui on est, de se limiter et de se forcer à rester ensemble. Je pense que ça vient un peu naturellement et ça vient en fonction du déroulé de la course. Et forcément, après, quand on a passé du temps ensemble, voilà, sur la fin de course, il y a de l'aide mutuelle et moi, finir ensemble, après, c'est naturel. Ouais, quand on Tu as senti qu'il y a eu cette aide mutuelle-là, des moments où quelqu'un est dans le creux, l'autre le ramène un peu vers le haut et vice-versa? Voilà, ouais, c'est ça. Après, j'avais hésité un moment, en fait, sur l'UTMB quand je reviens sur Germain-Grangier, mais je reviens vraiment en fin de course. Après, on n'avait pas tout à fait la même vitesse. Donc, voilà, pour moi, ça ne s'y prêtait pas forcément à terminer ensemble. Puis, ouais, voilà, il n'y avait pas eu de fait de course qui permettait de terminer cette course ensemble. Voilà, même si j'apprécie aussi Germain, qui a fait une belle course. Mais voilà, ça vient, voilà, ça vient comme ça. Disons que au départ d'une course, c'est dur de se dire, et il y a des gens qui le font, hein, qui disent on va faire la course ensemble. Peut-être pas en élite, on va dire, mais c'est compliqué aussi, en fait, de faire une course avec quelqu'un qui n'a pas forcément le même pace déjà, ou qui ne veut pas avoir les mêmes coups de mou au même moment de la course. Donc, ouais, c'est une course différente, je pense, c'est une course d'équipe, quoi. Ouais. Ouais. A priori de la course, on peut avoir un niveau de fitness ou un pace voulu ou un temps dans la tête qui peut être comparable, mais rendu dans le concret, dans le sentier, Ouais. tout peut arriver. Puis c'est très, très rare qu'on ait coordonné deux coureurs sur les mêmes hauts et les mêmes bas. Des fois, tu peux te supporter là-dedans, mais des fois aussi, il faut faire sa course. Puis comme tu le dis, je pense que il y a l'attrait d'avoir quelqu'un avec qui se tenir, puis de pousser un peu plus, vu que l'autre coureur pousse un peu plus. Mais il y a aussi le danger opposé d'avoir un certain confort, comme tu le disais. Tu sais. Puis. Oh. Non, c'était coupé pendant un moment. Ah, OK. Fait que là, tu as remporté cette diagonale des fous après 3 deuxièmes places. C'était quoi le sentiment quand tu as traversé la ligne d'arrivée avec Daniel? Ah, incroyable, batterie faible, je ne sais pas ce qu'il fait, mais. Non, ouais, sentiment. Déjà, en fait, d'avoir réussi la course, d'avoir pu enchaîner ces deux ultras, et puis et enfin de réaliser voilà, ce qui me faisait rêver quand même depuis ma première participation, où j'étais content d'avoir fait deuxième, mais c'est vrai que deuxième, on reste un petit peu, on reste un petit peu deuxième, et voilà, cette course, comme je disais, est assez particulière, et voilà, j'ai envie de la réussir, et c'est toute cette émotion. C'est aussi en fait de retrouver ma femme sur la ligne qui a fait l'assistance, donc voilà, comme à chaque fois sur la diagonale. Sachant que cette année, je lui avais dit, c'était un petit peu compliqué au niveau travail, elle a du mal à se libérer, sinon je lui descends. Mais bon, elle n'a pas voulu, donc c'est pour ça qu'on a fait plus court, et voilà, elle ne regrette pas non plus d'avoir fait cette course d'assistance aussi. Ouais, une victoire d'équipe. Voilà. Il y a un moment drôle qui s'est passé pendant la course. On l'a vu par après dans une captation où juste avant de monter dans les escaliers, tu as dit à la caméra, je vais faire une montée à la Jim Wamsley. Puis là, tu as dévalé à toute vitesse cette montée-là, comme une vidéo mythique d'il y a quelques années quand Jim avait tenté la diagonale des fous. Puis on l'avait vu monter cet escalier-là littéralement à la vitesse où tu le fais. Comment c'est venu cette histoire-là? Parce que j'ai trouvé ça vraiment très drôle pendant la couverture de la course. Ouais, non, mais parce que quand je suis arrivé à cet endroit-là, je me souvenais de Jim, en fait, qui lui, pour le coup, c'était vraiment pas pour rigoler, c'était vraiment sa gestion de course. Et quand on le voit repartir, c'était tellement improbable, en fait, de repartir à cette vitesse, en plus avec sa foulée pratiquement en montée de genoux sur cette partie-là.
alors qu'il y a une grosse montée qui arrive. Hein. On a déjà doit déjà avoir fait 400 mètres de dénivelé, il y en a encore 700 à venir, je crois, ou un truc comme ça. Et de le voir repartir à cette vitesse, ça m'a fait rire et ça m'a fait repenser à ça. Et j'ai dit, je vais faire une petite gym là-dessus parce que voilà, c'était quelque chose pour moi qui était mémorable. Alors, malheureusement, pour lui, c'était un échec à la fin parce que ça s'est mal terminé. Mais voilà, oui, c'est juste sur le coup, j'ai repensé à cette séquence qui est assez mémorable sur la diagonale, je pense. Ça fait partie de ton approche, d'avoir des petits moments d'humour comme ça dans une course. Ça garde le côté plaisant à la compétition. Oui, disons que tant qu'on arrive encore à se détacher un petit peu comme ça, c'est que ça va encore pas trop mal. C'est que la tête et les jambes vont bien. Et puis, ça permet de déstresser un petit peu. Ouais. C'était très drôle. Je te l'ai mentionné. J'avais pas de grandes questions là-dessus, mais je pense, beaucoup de monde qui l'ont vu, puis ça a fait beaucoup rire de petit clin d'œil à ton compagnon de chez Oka. J'avais pas le style de gym, bon, voilà. Non, mais avec toi, les cheveux longs frisés, ça a un style un peu à la gym à ses débuts, 2016-17. Ouais. J'ai pas la même foulée, hein. Je suis pas aussi aérien que lui. Hein. Ouais, ça c'est Jim, c'est la foulée mythique de Jim Walmsley. Ouais, félicitations pour ta victoire. C'était super inspirant, c'était super excitant à suivre. En fait, ces deux courses-là, c'est des courses que je pense que les gens, il y a un grand intérêt. Oh, on voit ton chat arriver dans l'écran qui veut faire partie du podcast. Un grand chat. Oui, quand même. Hein? Non, je disais, ça a été vraiment des courses le fun à suivre parce que ce qui est le fun, autant de l'UTMB, c'est de la diagonale, c'est qu'on peut les suivre. Bon, c'est quasiment comme les autres sports à la télévision. Bon, l'UTMB a un bon budget pour suivre ça, mais la diagonale aussi, il y a moyen d'avoir une belle couverture puis de le suivre. Puis tu nous as fait vivre des belles émotions. C'était cool de voir cette remontée-là. C'était cool de voir ces 60 km avec Daniel, la victoire main dans la main. Ça nous rappelle à quel point, même en avant du pack chez les élites, il y a cette entraide-là, puis cette collaboration-là, puis cet esprit de communauté qui est très fort dans le trail. Là. Oui, après, même dans les élites, élite, après, tout le monde est élite à un moment. Enfin, des élites, voilà, c'est pas. Tout le monde. Avant d'être élite, il faut commencer aussi en coureur inconnu et puis devenir élite. Donc, tout le monde, voilà, au départ, on a les mêmes chances. Hein, donc, j'aime pas trop dire ce terme-là. Mais voilà, on se connaît aussi tous, on s'apprécie, ça n'empêche pas de faire quand même, de garder la compétition et d'avoir des bons échanges pendant la course, mais de garder la compétition en ligne de mire. Et voilà, après, le déroulé, comme j'ai dit, hein, tout dépend de la course et puis des coureurs avec qui on évolue. Et par rapport je voulais juste revenir par rapport à ce que tu disais sur les web TV en fait qui se développent. C'est vrai que c'est assez. J'espère que ça a médiatisé un petit peu plus cette discipline. Et c'est vrai que pour suivre, parce que ça m'arrive aussi de suivre les autres coureurs comme sur les courses. C'est vrai que c'est assez intéressant, assez palpitant. Et maintenant, on arrive quand même à avoir pas mal d'images. Alors, certes, souvent, c'est quand même bien focalisé sur la tête de course. Hein, c'est ce qui intéresse évidemment le plus de personnes. Mais c'est vrai qu'on a des belles images et des beaux suivis qui permettent de vivre un petit peu l'émotion de la course aussi. Et puis, j'espère d'avoir un peu plus de médiatisation du trail running. Ah oui, mais ça va avec la propagation du sport. J'ai rencontré un expert de l'administration du sport, ou en tout cas du côté business de la chose, juste pour parler de l'explosion en popularité de la trail. Puis il avait ressorti une statistique qui était parue, je ne sais pas, dans un magazine ou peu importe, par une étude. Puis ça disait que le trail est en augmentation de 1000% en ce moment. Ça explose partout. Nous, on le voit au Québec, ça explose aussi depuis quelques années, puis ça gagne en popularité. Puis nécessairement, s'il y a plus de gens qui le pratiquent, il y a plus de gens qui s'y intéressent, qui veulent suivre des web TV puis voir qu'est-ce qui se passe. Ça permet d'avoir plus de balados, de rencontres, puis de propager un peu l'esprit de communauté du sport puis les valeurs du sport. Je pense qu'il y a ça aussi qui peut être, je ne veux pas dire risqué, mais tu sais, quand un sport explose en popularité, de garder cette espèce d'essence-là. Tu sais, toi, ça fait longtemps que tu es dans la course en sentier. On le disait depuis 2006 ou 2007 que tu en fais. Tu as vu cette évolution-là du sport. Est-ce que tu crois que les valeurs continuent de se propager? Est-ce que ça fonctionne?
Oui, je pense que ça reste quand même un petit peu, même si moi, quand j'ai commencé, en fait, je vivais pas tout à fait la course de la même façon que maintenant. Disons que quand on est au cœur du peloton, on n'a pas non plus les mêmes échanges que quand on est en tête. Bon, déjà, des fois, on a moins le temps de parler quand on est en tête, surtout sur les courses plus courtes, en fait, où au niveau respiratoire, etc. Voilà, il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges. Mais je trouve que pour l'instant, il y a toujours vraiment une bonne convivialité, pas de coureurs qui sont inaccessibles. Voilà, enfin, en tout cas, pour ma part, je n'ai pas ressenti ça. C'est vrai qu'il y en a, on voit notamment à Cham, en fait, qui ont un petit peu de mal à sortir dans la rue, en fait. Hein. Notamment, je pense, François, Kylian, c'est compliqué qu'ils sortent et se balader tranquillement dans la rue. Ouais, je pense que pour moi, en fait, je trouve que c'est encore bien convivial, quoi. Et le changement que j'ai vu, c'est vraiment par rapport à mon ressenti à l'intérieur de la course, quoi. Où là, je sais pas, disons, en fait, plus loin dans la course, dans le cœur du peloton, s'il y a toujours autant cette convivialité, ces échanges, ça, je sais pas. Ben, de ce que j'entends, je pense que oui. Moi, de mon expérience personnelle, moi, je te rassure, je ne suis pas dans les têtes de course, je suis dans le mid-pack, puis il y a définitivement ce côté-là qui se poursuit. Puis c'est ce que je trouve beau dans ton histoire, hein. Je ne l'avais pas tout à fait réalisé, mais de vécu justement ce côté-là, mid-pack, puis de faire des courses pour le plaisir, ou en tout cas, encore pour le plaisir, mais de finir 150e, puis c'est pas grave, puis c'est drôle, puis de progresser là-dedans. Puis ça détonne un peu à travers les athlètes qu'on entend beaucoup dans les micros, souvent qui ont un background de cross-country universitaire ou de haute performance toute leur vie. Puis le trail, ben, c'est comme n'importe quoi, il arrive là-dedans, puis coup d'éclat, puis il remporte des courses. Là, toi, tu as vraiment la progression d'avoir fait l'UTMB 2004-2005, les débuts, puis après ça, d'être retourné aux courtes distances, puis d'avoir progressé. Puis là, je le dis en ouverture, là, j'ai rapidement vu dans un en-tête d'article plus de 40 victoires, plus de 70 podiums. C'est un parcours éclatant, mais tu donnes espoir à monsieur, madame, tout le monde qui pratique le trail que c'est possible, on peut progresser puis devenir le champion de l'UTMB. Oui, j'espère qu'on peut progresser. Ouais. Moi, j'ai jamais appris à courir, donc ça se voit. On me charrie souvent là-dessus, en tout cas, si on m'a foulé. Donc, c'est vrai que j'avais fait d'école en fait de course à pied. Voilà. Après, c'est vrai que y a de plus en plus de monde, de plus en plus de coureurs, hein, comme tu mentionnais. Du coup, peut-être que de ne pas avoir de background vraiment de coureur, ça sera peut-être de plus en plus difficile après pour performer. Mais voilà, je pense que c'est quand même ouvert à tout le monde. Je pense que je cite aussi une collègue qui est dans mon team, en fait, Blandine Lirondelle, qui a vraiment fait des grosses performances et qui a des grosses performances sur des trails un peu plus courts, qui ira peut-être aussi sur du plus long. Enfin, et je ne crois pas qu'elle ait vraiment d'expérience, qu'elle vienne de la course à pied, en fait. Donc, des exemples, je pense qu'il y en aura toujours. Et voilà, il n'y a pas que la formation athlétisme, hein, même si mon coach il va me taper sur les doigts s'il dit ça. Parce que, voilà, on peut venir de n'importe quel sport et puis arriver à progresser. Ça, c'est une certitude. Voilà, arriver au top, à performer, il n'y a pas que l'entraînement qui rentre en ligne en compte là-dessus. Mais puis on le voit même, on parlait de Mathieu Blanchard tantôt, qui est un athlète franco-québécois, mais qui a commencé à courir fin vingtaine au Québec, alors qu'il y a un background, souvent il court pour le drapeau de la France, puis il y a beaucoup, en France, tu as les Alpes, tu as les montagnes, puis il y a cette prédisposition à jouer dans les montagnes peut-être, alors que lui, il a bien beau être né en France, il s'est développé au Québec en faisant, je veux dire, au Québec, on a des petites buttes, on n'a pas ce qu'on appelle des cols, là, ça ne monte pas assez haut pour ça. Je pense que notre sommet qui est atteignable, c'est 1100 mètres. Fait qu'on s'entend que 1200 mètres, je pense. Mais tu sais, Mathieu vient de Montréal. Il n'y a aucune butte à Montréal pour s'entraîner. Puis il a progressé dans le sport comme ça vraiment plus tard. Fait que il a bien beau être en ce moment un des... j'ai vu dans un article l'autre fois, le Rising Star of Ultra Running, avec une étoile montante de la course, mais c'est un gars justement qui n'a pas ce background-là universitaire puis qui performe extrêmement bien. Puis je pense qu'il y en aura toujours, mais c'est sûr que le background cross-country, université américaine qu'on entend de plus en plus, on n'a pas fini de le voir. Puis je pense que la preuve est que c'est des gens qui ont
qui ont le fitness, qui ont le moteur qui est là. Puis alors, c'est quand ils se mettent à se dédier à faire de la montée, faire de la course en sentier, se développer dans les sentiers techniques, dans les descentes, mais ils vont être extrêmement dangereux pour les prochaines années. Puis c'est beau à voir ça aussi, mais c'est le fun qu'il y a encore cette diversité-là, qu'on peut avoir un podium UTMB avec des gens de différents horizons qui n'ont pas toutes la même recette. Ouais, non, mais je pense que ça continuera. Après, il y en a moins forcément, mais voilà, je pense d'avoir une culture course à pied, ça amènera peut-être plus facilement, en tout cas, à la performance, mais c'est bien qu'il y ait des exceptions et puis que voilà, tout le monde puisse croire en cette chance en fait de pouvoir évoluer, en tout cas de progresser, c'est certain. Quand on commence bas, normalement, on va progresser. C'est aussi plus facile hein, et c'est plus motivant. Quand on commence déjà haut et puis que forcément après c'est plus compliqué. Enfin, si on est habitué à gagner sur piste et puis qu'on se retrouve dans un trail et puis ça marche pas, est-ce qu'après vraiment on va avoir le mental et puis l'envie de continuer, sachant qu'on a été au top dans une autre catégorie de la discipline, quoi. Enfin, une autre discipline, en fait, carrément. Ah oui, c'est clair. J'ai envie de t'amener sur un autre sujet pendant que on parle de grandes courses, on parle de l'UTMB, Western States, Hard Rock, que je sais que je pense que ta course épique, tu l'avais dit que c'est une course que tu aimerais bien essayer un de ces jours, mais j'ai beaucoup d'auditeurs qui aiment, comme toi, courir puis joindre ça à un voyage. Donc là, pendant qu'on parle à un gars qui a fait beaucoup de courses en France, dans ton coin de pays, c'est quoi les petites courses qu'on connaît moins, qu'on n'entend pas parler, qui sont peut-être dans l'ombre de d'autres grandes courses, mais qui valent la peine d'être connues dans les Alpes ou en France? Ouais, là, il y en a plein, quoi. Mais toi, tes coups de cœur, là? Non, mais je ne vais pas faire. C'est vrai, il y a plein de courses à découvrir. Après, qu'est-ce qu'on a envie de découvrir? Le trail, c'est assez vaste, en fait, comme sujet. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse aussi dans une course? Est-ce que c'est plus l'aspect course nature? Est-ce que c'est plus d'être orienté sur du dénivelé? Voilà, c'est difficile à te répondre comme question. Moi, j'aime bien quand même les courses, comme je te disais, en fait, où aussi on puisse un petit peu marcher, voilà, qu'on soit un petit peu perdu en montagne. Il y a des trails en fait qui se déroulent, il y a des urban trails aussi. Donc, le trail est tellement varié, c'est difficile de dire qu'est-ce qu'on va conseiller comme course. Après, je vais quand même conseiller celle de mon village, parce que j'ai toujours attaché là-bas à Valloires. Donc, il y a une course là-bas qui se fait chaque année au mois d'août. Mais voilà, il y a plein de courses, que ce soit dans les Alpes, Alpes-Maritimes, il y a plein de courses de partout. Hein, donc, je n'avais pas vraiment à conseiller. Ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Après, le prorata ou le ratio qu'on a, en fait, distance, dénivelé, ça donne une indication sur la course, mais ça ne donne pas forcément une indication de technicité, de beauté. Ça dépend de ce qu'on recherche, en fait, dans la course. Donc, mais il faut venir toutes les essayer. Hein. Il y en a sûrement une dizaine par week-end dans toute la France, mais il y a de quoi faire, quoi. Ben, ça, c'est bon, c'est qu'on peut choisir une date qui nous convient pour nos vacances, puis on va se trouver un ultra quelque part à faire en France, c'est certain. Ouais, après, pas forcément un ultra. C'est vrai que les ultras, il y en a quand même moins, mais voilà, des trails, en tout cas, c'est sûr que en France, il y en a au moins plusieurs par week-end dans toutes les régions. Voilà, moi, je suis plus attaché par les Alpes aussi pour faire moins de trajets, en fait, parce qu'il y a suffisamment d'offres dans la région pour me satisfaire. Et puis voilà, c'est là où je suis originaire, donc j'aime quand même bien être dans les montagnes, quoi. Écoute, je te relance l'invitation parce que nous ici au Québec, on a de très belles trails. On n'a pas des hautes montagnes, mais on a des sentiers bien techniques, bien difficiles. Puis on réussit à aller chercher des fois du 3, 4, 5 000 mètres de D+, total sur des distances quand même assez imposantes. Il y a Aurélien Collet que tu connais probablement de ton Témoca qui est venu s'essayer sur l'Ultra Trail Arikana. Donc, quand tu auras l'occasion de passer par le continent américain, faire un petit croche dans le nord-est, entendre parler l'accent québécois, il y a des belles courses de trail en tout cas. Ah, il va falloir que je m'y mette un petit peu à venir. J'ai reçu une invitation de ton collègue, je crois, de Distance Plus. Oui. C'est ça, qui m'a invité justement sur cette course. Voilà, mais qui est, je crois, le début septembre, en fait, ou vers le 10 septembre, non? L'Ultra Trail Arikana.
Voilà. Et voilà. Du coup, c'est un peu compliqué quand même de courir sur l'UTMB et aussi sur, sur ce trail-là. Ah, c'est un Donc, peu rapide. C'est un beau à un parcours moment, il faudra de. faire la passe sur l'UTMB pour venir courir là, quoi. Ouais. Ah oui, c'est clair. Ben, c'est ça, ils sont très rapprochés. Là. Je pense qu'ils ont 1 à 2 semaines de différence, dépendamment des années. Mais ouais, le 125 km, c'est un beau parcours, mais il y a des distances plus Oui, courtes. Hein. Je pense que c'est Sébastien Chéniaud qui était venu faire le 28 km de cette même course-là une année. Puis Mathieu d'accord. Blanchard, je pense qu'après son UTMB où il avait terminé 13e en 2018, il était venu faire le 28 km. Donc, les plus courtes distances parce que 125 km 2 semaines après l'UTMB, Ouais, c'est pas gage de succès. Hein. c'est un petit peu long, mais je me souviens qu'Aurélien m'en a parlé de cette course. Il m'a dit qu'il y avait un petit peu des racines. Hein. C'était... Un petit peu. Ce qu'on n'a pas en mètres d'altitude, on le retrouve en racine. Ouais. Tu parlais de Nicolas Fréret. Je voulais terminer avec sa question parce que Nicolas Fréret de Distance Plus, c'est celui qui nous a mis en contact. Puis je le remercie d'ailleurs, Nicolas, qui est un super rédacteur, co-rédacteur en chef du magazine Distance Plus, qui a un pied de chaque côté de l'Atlantique, un peu au Québec, un peu en France. Puis j'y ai dit, ben là, Nicolas, là, tu m'as mis en contact avec Ludo, fait que là, je te donne le droit à une question. Il m'a dit, il parlait du fait que tu performes justement sur la courte distance, sur la longue distance. Il demandait, c'est quoi le secret de ta longévité dans le sport? Comment tu fais pour t'entraîner avec autant de rigueur, comme les pros qui font ça temps plein, tout en conservant ton emploi? C'est quoi le secret de cette longévité-là? S'il y en a un, puis si tu veux le révéler. Non, j'ai pas de secret. Et ouais, performer, voilà, ça devient quand même de plus en plus dur de performer sur de la distance courte. Hein, donc ça, je l'ai déjà mentionné. Mais voilà, ouais, je pense que comme on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, c'est d'avoir l'équilibre entre les entraînements, la vie de famille, voilà, les autres occupations qu'on peut avoir, en fait, sociales ou aussi professionnelles. Et peut-être voilà, ce qui a permis que je reste assez longtemps en fait à ce niveau, c'est peut-être justement de pas trop en faire en fait et mon coach en fait me dit souvent enfin que j'ai pas un volume très important par rapport à d'autres coureurs. C'est vrai que c'est entre 10 et 15 heures en fait par semaine. Voilà, je connais des coureurs qui font beaucoup plus et, et peut-être que c'est ça aussi en fait un petit peu d'économie, longévité. Peut-être que c'est les chaussures que je porte aussi, j'en sais rien. J'ai pas vraiment d'explication. Peut-être que c'est génétique et j'espère que ça va durer en tout cas. Je n'ai pas d'explication, mais j'espère que c'est pas encore terminé, quoi. Ben, j'ai pas l'impression. Fait que l'an prochain, tu disais Western State. As-tu déjà d'autres choses au calendrier pour la prochaine saison? Non, j'ai fait la première partie de la saison, mais après, non, j'ai pas prévu. Après, s'inscrire sur une course, c'est quelque chose. La réaliser, c'est encore autre chose. Hein, donc, on verra ce que ça donne l'année prochaine. Cool. Ben, merci beaucoup, Ludovic. Moi, je termine tout le temps mes entrevues avec les questions éclair NAC. Je prends une pause dans l'entrevue juste pour t'expliquer parce que les gens au Québec connaissent bien NAC, qui est un produit nutritionnel, qui est mon partenaire officiel. Mais mais j'ai reçu via Insta, en fait, je crois. Non, c'est pas ça? Pardon? C'est qui font des. Attends, comment t'écris ça? NAC, N-A-A-K. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, Non, mais j'ai les reçu, barres. parce qu'ils m'ont demandé, en fait, il n'y a pas longtemps, enfin, déjà, je ne connaissais pas, j'ai vu cette demande, enfin, ce truc arrivé sur Insta, et puis ils me demandaient si j'avais un partenaire. Mais voilà, j'ai re-signé chez Oversteam. Donc. Non, c'est ça, mais je pense qu'ils sont en train de faire une percée plus internationale. Je pense que Maud Matisse est rendu avec eux et tout. Moi, j'étais ambassadeur avec eux comme athlète depuis quelques années, puis là, quand j'ai lancé le balado, ils ont embarqué, mais ils commanditent le petit questionnaire que je fais tout le temps à la fin, un petit questionnaire amusant pour mes entrevues. Puis je te le mets en contexte juste parce que dans les 10 questions courtes que je te pose, il y a la question NAC, poudre ou barre protéinée. Fait que pas obligé de me répondre tout de suite, mais tu sauras quand je dirai question NAC qu'est-ce que c'est parce que quand on ne connaît pas le contexte, ça peut être un peu difficile à comprendre. D'accord. Donc, on part. Donc, les questions éclair NAC, 10 questions à répondre le plus rapidement possible. C'est juste pour le plaisir de pimenter un peu la fin d'entrevue. Il y a des fastest known time, des FKT, en 12 secondes chez les femmes avec Joanie Desroches, puis en 15 secondes chez les hommes. Donc, c'est très rapide. Bon, à ta défense, on est à Zoom en distance avec le décalage horaire. Je pourrais ressortir, c'est quoi le temps d'Audrey Tanguy? Je pense que c'était 24 secondes, qui est quand même un bon temps pour Zoom. Fait qu'on va essayer de se baser sur le temps d'Audrey Tanguy pour mettre un peu de piment dans cette compétition-là. Là. OK. Fait que tu me dis quand tu es prêt, puis je parle le chrono. Eh bien, allez, vas-y. Route ou trail? Trail. Monter ou descendre? Monter. Bière ou thé?
T. 50K ou 100 000? 100 miles. Question NAC, poudre ou barre protéinée? Barre. Espagne ou Portugal? Espagne. Oka Speedgoat ou Mafaté? Speedgoat. Hiver ou été? Été. Sentier roulant ou technique? Technique. Diagonale ou UTMB? Celle-là est dure. Diagonale. 32 secondes, je te l'ai pas mis facile. Attends, je devrais pas dire ça, je devrais pas dire diagonale. Hein. En plus, avec Oka qui est partenaire du TMB. Tu as le droit de répondre les deux. Là. Je pense que tu as eu du succès sur les deux. C'est deux courses auxquelles tu reviens souvent. Donc, je pense que clairement, tu as un petit coup de cœur pour ces deux événements-là. Ouais, non, puis il y a diagonale, c'est la dernière là, qui reste dans la tête. Donc, Ah oui, exactement. Ben, merci beaucoup, Ludo, de ton temps. C'était super apprécié de venir jaser dans un podcast québécois. Je pense que les gens te connaissent de réputation ou parce qu'ils ont suivi les courses cette année, mais c'est le fun de découvrir la personnalité humble et humaine derrière l'athlète. Puis ça a été une super discussion. Eh ben, écoute, merci pour l'invitation. Et puis, je suis en train de réagir. Je ne sais pas pourquoi je mets. D'habitude, je mets toujours la descente en premier, mais là, j'ai mis montée, tu vois. Donc, c'est quand on a la pression, des fois, on ne peut pas forcément. Des fois, quand on ne pense pas, hein, c'est là que la vérité sort. Pourtant, c'est là où, normalement, surtout en début de saison, je pêchais un peu en montée. Donc, tu vois, c'était pas. Mais pourtant, le ski alpiniste, puis c'est pas supposé aider pour les montées de trail aussi. Voilà, ben oui. C'est ça, la pression. Hein. Des fois, on ne répond pas toujours. Et voilà. Donc, merci Ludo. Moi, comme d'habitude, je termine l'entrevue en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie mon partenaire NAC, partenaire officiel du podcast depuis les tout débuts. Je te remercie toi, Ludo, pour ton temps. Puis je dis à la semaine prochaine à tout le monde. Joyeux Noël. Hein? Au moment où l'épisode va paraître, on va être rendu tout près. Joyeux Noël à toi et à toute ta famille. Et merci, joyeux Noël aussi à tous. Et puis, une prochaine, alors peut-être au Québec. Ben, t'es bienvenu quand tu passes, tu me fais signe, puis on se fait un épisode en vrai. Tu pourras battre ton record des questions éclairs. Ok, ça marche. Cool. Salut Ludo. Salut.